donc cours qui a été préparé par moi-même, ainsi que le docteur William et le docteur Mohamed Ndoye. Donc, comme définition, nous dirons que les oréons, ce sont une maladie virale aiguë, contagieuse et souvent bénigne, donc entraînant habituellement une tuméfaction douloureuse des glandes salivaires, donc le plus souvent des parotides. Concernant l'intérêt de la question, c'est souvent dû au paramyxovirus. Le diagnostic est habituellement clinique. Donc, il faut savoir que c'est une pathologie qui est rare chez le nourrisson de moins de 1 mois. Ceci est surtout lié à l'immunité passive qui est conférée par les anticorps maternels. Donc, c'est une pathologie également qui est devenue rare depuis la vaccination rougeole, oreillon, rubéole. Donc, voici un petit rappel sur les glandes salivaires avec les différentes parties, à savoir la glande de parotide, la glande sublinguale. On a également les glandes sous-maxillaires. Donc là, le canal de Stenone en avant des glandes de parotide. Comme signe clinique, donc il faut savoir que le virus a un tropisme, on va dire, glandulaire et nerveux. Donc, comme type de description, nous allons décrire la parotide ourléenne. Donc, avec les signes cliniques, on a une phase d'incubation qui est souvent silencieuse, qui peut durer entre 18 à 21 jours. La phase d'invasion est marquée par une fièvre qui est modérée, un malaise général. On peut également retrouver une otalgie, des troubles de la déglutition, des céphalées. Donc, la parotidite est souvent unilatérale. Donc, on a une douleur à la pression, une turgescence inflammatoire du canal de Stenone. Toujours à la phase d'état, on va retrouver des douleurs qui siègent le plus souvent au niveau de la région parotidienne, donc devant le conduit auditif externe. Elles sont accentuées par la pression au niveau des points de Riley et Barthez, donc rendant la mastication difficile. On retrouve une déformation piriforme du visage avec une tuméfaction parotidienne qui est caractérisée par son élasticité. Elle est souvent tendue avec le sillon rétro-auriculaire qui est comblé et le lobe de l'oreille qui est soulevé. Donc, sous cette image, on a l'image d'oreillon, comme décrit précédemment, avec la tuméfaction qui est parotidienne. Donc, à la palpation, en principe, elle est élastique. Elle soulève le lobe de l'oreille, comme sur la photo. Pour les signes paracliniques, en général, aucune exploration est nécessaire. Comme dit précédemment, le diagnostic est plus clinique. Donc, on peut faire une échographie pour faire le diagnostic différentiel avec une adénite. Le germe peut être également isolé par culture virale. Donc, la sérologie va montrer une augmentation des IgM qui sont spécifiques. À la numération, elle peut être normale. On peut également retrouver une discrète hyperlymphocytose. L'évolution, elle est favorable en 8 à 10 jours sans séquelles. Et cependant, on peut avoir des complications. Donc, comme ça a été dit dans le chapitre introductif, c'est un virus qui a un tropisme glandulaire et nerveux. Donc, on peut retrouver d'autres localisations glandulaires. Par exemple, on peut avoir une orchide ourléenne, donc qui est très rare chez les plus petits, donc il est plus fréquent chez l'adolescent, excusez-moi. Donc, il succède le plus souvent à la parotidite et se manifeste par une augmentation qui est douloureuse du volume testiculaire, une fièvre, un malaise. Donc, l'épidémie est douloureux à la palpation. Comme autre localisation glandulaire, on peut retrouver une pancréatite qui se manifeste par des douleurs abdominales qui sont intenses. On peut retrouver des vomissements, également une diarrhée. Donc, la biologie peut retrouver souvent une amylacémie qui est élevée. Comme autre localisation glandulaire, on peut trouver une ovarite, une mastite ou encore une thyroïdite. Donc, pour les localisations, on va dire nerveuses, on peut avoir une méningite qui va se manifester par un syndrome méningé, avec comme signe fonctionnel une fièvre, des céphalées, des vomissements. Comme signe physique, on peut avoir les signes du syndrome méningé. Donc, en fonction de l'âge, on peut retrouver soit une raideur, une nuque qui est molle. Donc, à l'appareil clinique, on aura une méningite à liquide clair avec lymphocytose.
On peut avoir également une atteinte des nerfs crâniens qui peut entraîner une surdité, une cécité, une polyradiculonéphrie. Donc, il faut savoir que ces signes sont assez rares, mais qu'on peut les retrouver dans le cas des oreilles. Donc, concernant le diagnostic positif, comme argument anamnestique, on peut avoir une absence de vaccination. Les arguments cliniques, c'est le diagnostic qui est clinique avec cette constatation de la parotidite qui a été décrite plus haut. Et comme argument paraclinique, on peut avoir un isolement du virus dans la salive, le RCL ou les urines. Le sérodiagnostic également peut permettre de confirmer. Le diagnostic différentiel se fera avec les autres causes de parotidite, à savoir les causes virales, avec d'autres virus qu'on peut retrouver comme le para-influenza et entérovirus, des causes bactériennes, telles que le staphylocoque ou le streptocoque. On peut retrouver des parotidites médicamenteuses ou toxiques avec l'iode notamment, le mercure ou le plomb, excusez-moi. Donc, on peut retrouver des lithias salivaires ou une adénopathie intraparotidienne ou cervicale comme diagnostic différentiel. Pour le diagnostic histologique, donc le germe le plus souvent retrouvé est le virus Ourléa, donc qui fait partie de la famille des paramyxovirus. Ce sont des virus à ARN monocaténaires. La transmission est directe, se fait par voie aérienne, par l'intermédiaire de gouttelettes de salive. Donc, il faut noter également que c'est une transmission qui est interhumaine. Donc, le terrain, c'est rare chez les nourrissons. Ça touche le plus souvent les enfants de 5 à 10 ans et les adolescents. Donc, c'est une transmission qui est endémo-épidémique avec des cas sporadiques ou de petites épidémies qui frappent souvent les collectivités, donc savoir les écoles, les crèches, etc. Comme traitement, donc les buts de traitement, ce sera de soulager le patient, de prévenir et de traiter les complications. Donc, il faut savoir que le traitement est surtout symptomatique. Donc, on peut avoir certaines mesures comme le repos au lit, comme les moyens peuvent être médicamenteux, à type dentalgique, avec notamment le paracétamol à raison de 60 mg par kilo par jour, donc réparti en 4 prises toutes les 6 heures, ou l'ibuprofène. On peut utiliser des antipyrétiques tels que le paracétamol ou des corticostéroïdes, la prednisone à raison de 1 mg par kilo par jour. Dans le cas des pancréatiques avec des vomissements, on peut avoir recours également aux antiémétiques. Pour les indications, pour la parotidite, le traitement est surtout symptomatique, donc il va reposer sur les antipyrétiques et les antalgiques. En cas d'orchite, donc ce sera l'immobilisation des bourses. On peut utiliser des anti-inflammatoires et parfois des corticoïdes sont proposés. Pour les pancréatiques, les antalgiques et les antiémétiques en cas de vomissement. La prévention, d'abord primaire par la vaccination. Donc, il s'agit d'un vaccin vivant atténué qui se donne soit par voie sous-cutanée ou par voie intramusculaire. Donc, c'est un vaccin qui est couplé au vaccin contre la rubéole et contre la rougeole. Donc, dans le PEV, c'est le ROR, avec une première dose à 9 mois, avec un rappel à 15 mois. Comme prévention secondaire, c'est surtout l'éviction scolaire jusqu'à guérison. Donc, il faut savoir que c'est une maladie qui est très contagieuse. Donc, quand il y a un cas, il faut favoriser l'éviction scolaire pour éviter cette épidémie-là et contaminer les autres enfants. Je pense que la conclusion n'est pas venue. Bon, merci beaucoup, Dr. Delba. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des interventions de la part de vos collègues?